Comment? Bonjour tout le monde de Cancun. Ah, Adalberto. Bonjour de Cancun. Aguascalientes. Ok. Bon, bah, c'est super ça. On a du monde qui se connecte. C'est chouette. Toute la République. Ouais. Alors, toute la République. Et puis, d'Équateur, exactement. Bonjour Enzo. Effectivement, aujourd'hui, nous avons, en plus des enseignants du Mexique, on a une équipe de professeurs que nous saluons donc depuis l'Équateur, voilà, qui nous a demandé de pouvoir participer à ce webinaire parce que le thème les intéressait énormément. Voilà, donc on a un groupe de professeurs d'Équateur qu'on salue depuis le Mexique. Voilà. Bonjour. Super, très bien. Bon, ben, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Antoine Louac. Donc, Antoine a bien accepté de vouloir présenter donc, ce webinaire sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement du FLE. Donc, ce webinaire s'adresse aux enseignants désireux de découvrir les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans l'enseignement du français langue étrangère. Et l'objectif est double, savoir comment donc l'intelligence artificielle peut faciliter le travail des enseignants et comment elle peut être utilisée pour favoriser le développement des compétences des apprenants. Et donc, nous explorerons les différentes façons dont l'intelligence artificielle peut être intégrée dans une unité d'enseignement, donc quelque chose de très concret, de la planification à l'évaluation. Nous examinerons également comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer des activités interactives et engageantes qui favorisent l'apprentissage de la langue. Voilà. Et donc, pour tout ce beau programme, c'est Antoine Louac, donc formateur indépendant de français langue étrangère, donc qui a l'habitude de nous accompagner pour ces webinaires. Donc, il est titulaire d'une licence en information communication de l'Université Lumière Lyon 2 et d'un bachelor de Digital Learning Designer de l'Université Descartes. Il s'est ensuite spécialisé il s'est plutôt spécialisé dans l'utilisation de la technologie et du multimédia dans la conception de parcours de formation en ligne et notamment dans le monde du FLE. Il enseigne donc depuis plus de 15 ans déjà à l'IFAN. Bien. Et il forme des enseignants de langue à l'intégration des TIC en classe, la didactisation de ressources et l'animation de classes de langue virtuelle. Voilà, donc merci Merci, beaucoup. Eh bien, écoute, tu as la parole, Antoine. merci Blandine, merci pour cette petite présentation. Bonjour à tous. Je vois que bon, c'est une formation même internationale, enfin un webinaire qui vient de tout le pays. Donc bienvenue dans ce webinaire sur le thème de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nos classes de FLE. Euh, Alors, c'est un thème d'actualité, c'est un thème dont on entend souvent parler, enfin, dernièrement, et qui peut un peu faire peur. Moi, quand j'en parle autour de moi, mes collègues, c'est souvent pour entendre dire, ah, mes étudiants, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur production écrite, ça devient trop difficile, je ne sais pas comment faire. Euh, Bref, ça a l'air d'être plus un problème que quelque chose de bénéfique. Donc, euh, on va essayer, nous, aujourd'hui, de ne pas se limiter à cet aspect négatif de l'intelligence artificielle et on va essayer de voir, d'examiner comment elle peut être intégrée de manière constructive dans notre enseignement. Parce que nous, en tant qu'enseignants, ben, nous ne pouvons pas négliger cette technologie, on doit s'adapter et c'est à nous d'explorer comment ces avancées peuvent enrichir l'apprentissage et nos pratiques professionnelles. Donc, comme ça a été présenté, euh, nous avons un double objectif ici. Ça va être d'abord de voir comment l'intelligence artificielle peut faciliter le travail des enseignants, mais aussi comment elle peut être utilisée pour favoriser le développement des compétences de nos apprenants.
Alors, pour faire un peu, pour connaître un peu votre ressenti sur le thème de l'intelligence artificielle, je vous propose un petit sondage très rapide. Je vais partager mon écran et je vais vous demander de sortir votre téléphone. Alors, attendez, parce que il y a une transcription qui est faite. Français, français. Je vais vous demander de scanner ce petit code qui va apparaître à l'écran avec votre téléphone ou d'aller sur le site de WooClap et de mettre ce code de l'événement. Il va y avoir seulement une question. Cette question, donc je vous laisse une minute pour le faire. Quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier l'intelligence artificielle? C'est bon, tout le monde a scanné ce code, même si tout le monde ne l'a pas fait. On va passer à la réponse. Vous allez donc renseigner avec un adjectif votre ressenti sur l'intelligence artificielle. Il y a un nuage de mots qui va se former. Les mots les plus gros sont ceux qui sont le plus mentionnés. Ah, alors, on a quelques mots. C'est assez partagé. Ça va de dangereux. Alors, utile, hein, c'est quand même pratique, c'est assez positif, hein. Les mots les plus gros sont ceux sont assez positifs, donc ce sont ceux qui sont le plus mentionnés. Fantastique, nouveau, risqué, rapide, angoissant, facile, oui, malléable, dynamique, bien. Donc voilà, on se rend compte que les avis sont partagés, hein. Effectivement, euh, ça correspond assez bien euh, au ressenti général lorsqu'on interroge les professeurs. Certains ont peur un peu de cette technologie, d'autres au contraire sont assez enthousiastes à l'idée de l'utiliser et à l'idée de pouvoir profiter, hein, de ces possibilités en classe. Merci. Je vais partager maintenant quelques statistiques, hein, de l'Institut sondage IFOP qui a été réalisé auprès des Français sur l'intelligence artificielle générative. Donc, on verra après ce que signifie ce terme intelligence artificielle générative, mais pour le, pour l'expliquer brièvement, c'est le fait de générer du contenu grâce à l'intelligence artificielle à partir de commandes qui sont faites par l'homme. Donc, on voit ici dans ce tableau plusieurs chiffres. 71% des Français ont entendu parler de cette intelligence artificielle générative. Sachez que la France est en deçà, hein, de la moyenne mondiale. 68% des Français utilisent, alors ça c'est assez marrant, 68% des Français utilisent les intelligences artificielles génératives dans l'entreprise et ne le disent pas à le supérieur hiérarchique. Donc, je suppose que dans nos classes, c'est un peu la même chose, voire plus élevé. Peut-être que 60-70% de nos étudiants utilisent l'intelligence artificielle générative pour faire leurs devoirs ou quoi et ne le mentionnent pas leur professeur. Mais je vous expliquerai plus tard qu'il y a des techniques et des outils pour savoir quand l'intelligence artificielle est utilisée. 74% des Français pensent qu'elle constitue une nouvelle révolution industrielle. Ça c'est important, au même titre que la révolution du début du siècle dernier, révolution peut-être avec l'Internet. Ici, on assiste donc à quelque chose de nouveau qui va certainement révolutionner nos pratiques quotidiennes, dans la vie quotidienne, mais aussi professionnelles.
Donc, on voit ici au milieu, au centre, les outils de l'intelligence les plus cités. Donc, ChatGPT, évidemment, qui est créé par OpenAI. Bing, OpenAI. Donc là, c'est une collaboration. Bing, c'est Microsoft. Midjourney, qui est un générateur d'images. Ce sont les trois principaux. Sans trop de surprise, 45% des 18-24 ans utilisent l'intelligence artificielle générative contre 18% des 35 ans et plus. Évidemment, quand on est dans la technologie, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser et plus fréquent. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette intelligence artificielle? On voit ici en bas à droite qu'on l'utilise pour augmenter ses connaissances. Donc, on accède à une source de connaissances presque illimitée, faire des recherches, traduire des textes, donc là, c'est plus pratique, générer des lettres, donc pour faciliter la rédaction d'articles, de lettres et autres, et augmenter sa productivité, donc au travail, par exemple. Donc, voilà, donc surtout axé sur le travail. Il y a des chiffres qui nous intéressent particulièrement ici, c'est 51% des Français qui estiment que les enseignants, donc vous et moi, doivent s'en saisir pour enseigner les avantages et les inconvénients. Donc, il faut, et on ne peut pas passer outre, il faut connaître cet outil. Il faut savoir quels sont les pros et les contres de cet outil, euh, les avantages, les inconvénients, les risques qui peuvent exister et pour, pour, ben, pour sensibiliser nos étudiants à ce nouvel outil. Alors, le programme pour ce webinaire, nous allons commencer par quelques définitions. Nous allons distinguer intelligence artificielle et intelligence artificielle générative. On verra un petit concept, le concept de prompt, que vous connaissez peut-être, qui correspond à une requête que vous allez faire à l'intelligence. Ensuite, nous ferons un petit tour. Alors, j'ai listé quelques outils. Ce n'est pas une liste exhaustive. Nous manipulerons quelques outils. Nous les testerons en direct. Ensuite, troisième point, et c'est le point le plus important de ce webinaire, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la préparation des cours et, dans une unité didactique. C'est-à-dire que j'ai voulu rendre ce webinaire assez pratique et vous montrer comment on peut utiliser ces outils dans la conception d'une unité didactique. Donc, je vous rappellerai ce qu'est une unité didactique, pourquoi est-ce que c'est utile et indispensable de suivre ce modèle, cette méthode, cette méthodologie pour l'animation de nos cours et comment on peut intégrer les outils de l'intelligence artificielle pour chacune des étapes de cette unité didactique. Ensuite, on terminera, enfin, on verra, je vous proposerai quelques pistes d'utilisation pour développer la compétence des apprenants, donc en classe, mais aussi le grand plus, c'est que les apprenants vont pouvoir l'utiliser en autonomie. Et on terminera donc ce webinaire par des questions-réponses. On gardera un petit temps pour échanger sur ce thème qui est souvent riche en questions. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec quelques définitions. Donc, l'intelligence artificielle, j'ai fait ici le distinguo entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, elle est définie par le Parlement européen comme un outil qui représente non, enfin, tous les outils utilisés par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité, mais il y en a d'autres comme la classification, l'analyse de données, la réalisation de prévisions. Si vous voulez, c'est un peu toute l'analyse. L'intelligence artificielle va analyser l'ensemble des informations, des données, des datas qui sont présentes sur le web. Et à partir de là, on va lui demander, nous, humains, de répondre à nos questions, à nos requêtes. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle générative. C'est lorsqu'il y a une collaboration entre l'homme et la machine pour créer du contenu nouveau.
Donc, on verra qu'il y a différents types de contenus qui peuvent être créés, du contenu texte, image, mais aussi son, vidéo, etc., etc. Donc, cette idée de co-création homme-machine est super importante. Oui, je vois que quelqu'un lève la main. Non. Euh, Blandine, tout va Oui, bien? oui, en fait, il y a une personne effectivement qui a levé la main. Donc, si Ok, vous on avez attend. une question, voilà, on aura à la fin de la présentation donc d'Antoine un temps de questions-réponses et vous pourrez donc poser toutes vos questions dans le chat et ou dans preguntas y respuestas. Voilà, donc n'hésitez pas, mais à la fin de la présentation. Merci. Ok. Cette idée de co-création est super importante. Donc, l'homme ici, elle est représentée, on va la représenter par deux acteurs principaux. D'un côté, l'enseignant qui va interagir, qui va co-créer avec les outils de l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, l'homme peut être représenté par les apprenants qui vont eux aussi, de leur côté, interagir et co-créer avec l'intelligence artificielle. Euh, Un terme important avant de continuer, parce que nous allons manipuler ces outils, c'est le terme de prompt. Alors, le prompt, c'est l'instruction, la requête que nous allons donner à l'intelligence artificielle euh, générative. Et l'intelligence va donc utiliser ces informations pour produire des réponses ou des créations, que ce soit en texte, en image ou autre forme de média. Donc, ça joue un rôle crucial dans cette co-création parce que le prompt définit le contexte et les attentes euh, de l'homme à la machine. Donc, ça sert surtout à orienter l'intelligence artificielle vers le sujet ou la tâche spécifique que vous attendez ou que vous souhaitez aborder. Donc, on verra qu'il est important de bien rédiger ces prompts ou de bien les spécifier. Donc, comment bien spécifier? Quelques petits conseils. Commencez en général vos consignes par des verbes. Par exemple, rédige un dialogue entre un vendeur et un client ou explique-moi pourquoi la Ciudad de Mexico est polluée. Alors, il manque un E ici, pardon. Euh, voilà, pensez comme si c'était une consigne dans votre classe. Hein, c'est important. Ce prompt est indispensable. C'est indispensable de bien le rédiger. Pour l'image, c'est la même chose. On va pouvoir créer des images à partir d'une indication. Donc, créer une carte postale de Bruxelles ou génère une photographie de Paris du XIXe siècle. Ça, ce sont des requêtes assez générales, mais on peut les rendre beaucoup plus précises avec, par exemple, rédige un poème de 3 strophes sur la montagne, la neige, l'hiver, avec des vers du premier groupe pour un public A1. Ou alors, pour un générateur d'images, créer une photographie en noir et blanc d'une jeune femme assise dans la neige avec les Alpes en arrière-plan. Donc là, ce sont des choses beaucoup plus précises et, euh, euh, et qui donnent beaucoup plus d'indications sur ce que l'on souhaite. Passons maintenant à quelques outils que l'on peut utiliser de l'intelligence artificielle générative. On va commencer avec des outils. Alors, je vais sortir de ma présentation. Euh, Commençons avec donc des générateurs d'images. Il en existe plusieurs. Comme je vous le disais, ce n'est pas une liste exhaustive, mais pour vous montrer un peu comment fonctionnent ces outils, on va les tester en direct. Donc, nous allons sur Canva. Alors, vous connaissez certainement Canva. Canva, c'est un site qui, à la base, vous permettait de faire des présentations visuelles et qui vient de développer donc un outil de génération avec l'intelligence artificielle. Donc, je peux reprendre mes indications. Alors, par exemple, euh, créer une photo, créer une photographie en noir et blanc d'une jeune femme assise dans la neige avec en arrière-plan les Alpes. Je peux retourner dans Canva et vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le prompt. Donc, c'est cet espace, ce champ dans lequel vous allez rédiger vos indications. Voilà. Donc, les indications sont rédigées. Vous avez la possibilité de choisir le style, la forme, le format. Et je crée mon image. Et on va lui laisser un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Mais
en moins d'une minute, il va être capable de nous proposer un résultat. Donc voici les résultats. Il m'en propose quatre. Voilà, une femme assise dans la neige avec les Alpes en arrière-plan. Donc ça, c'est une image qu'on peut enregistrer en format JPEG, PNG et autres, et que vous pourrez utiliser dans un document. Alors, les droits d'utilisateurs pour l'intelligence artificielle sont encore assez vagues. Euh, Si vous pouvez, c'est toujours bien de mentionner où vous avez créé cette image, si le document que vous créez est à destination publique ou commerciale. Donc voilà, j'ai une image. Je vais tester un autre générateur d'images. On va utiliser celui-ci, Designer, qui est une application de Microsoft. Alors, un peu, les grands groupes ont tous, donc vous voyez, j'ai ici donc, mon champ. Les grands groupes Google, Microsoft, OpenAI ont créé leur propre générateur, que ce soit d'image ou de texte. Donc, pareil, hein, il lui faut un peu de temps et vous allez voir que la qualité diffère selon le programme. Donc là, on a une image qui est quand même, si on la regarde, un peu plus travaillée, hein, un peu plus définie. Vous voyez, cette femme avec une définition beaucoup plus nette que l'autre. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit ici d'enregistrer, download, ou de copier l'image, ou de créer, ou d'éditer ma requête si ça ne correspond pas à ce que je veux. On va avoir un troisième outil rapidement. Alors, on peut, allez, on va aller sur MyEdit, parce que MyEdit, lui, propose la génération de beaucoup de formats différents. Donc ici, pour générer une image, alors, la plupart des outils que j'utilise sont gratuits ou non, mais pas tous. Vous voyez, celui-ci qui propose un certain nombre d'options, vous avez la possibilité de créer. Vous voyez, j'ai mon crédit est à zéro ici, donc je pense que je ne vais pas pouvoir générer d'image. Ouais, ouais. Donc, celui-ci, on va l'oublier. On va passer à GenCraft et je lui indique ce que je veux. Alors, et je génère mon image. Hop, voilà. Donc, cette fois, on a une femme de dos. Pareil, avec la montagne en arrière. Donc, c'est assez bluffant, hein. Vous pouvez évidemment, vous le testerez chez vous, vous pouvez euh, noter le nom. Il en existe d'autres, hein. Ce n'est pas une liste complète, il en existe beaucoup. Midjourney, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y en a un certain nombre. Tout à l'heure, je vous montrais Edit. Je vais y revenir parce que vous voyez, il offre l'intelligence artificielle offre la possibilité de travailler la génération d'images, mais aussi la retouche d'images. Il a la possibilité de créer également du son, de la musique, des voix. Donc, nous en sommes qu'au début de cette technologie. On peut imaginer que dans 4 5 ans, les possibilités seront beaucoup plus grandes. On pourra faire beaucoup plus de choses. Voilà, donc on réfléchira ensuite à comment intégrer ces images dans notre parcours d'enseignement. Je vous propose de découvrir maintenant des générateurs de texte, des générateurs, alors vous les connaissez certainement, donc ChatGPT qui est le plus connu, créé par OpenAI, un modèle de langage conçu pour comprendre et générer du texte de manière cohérente et contextuellement pertinente. Alors, je l'ai ici. Donc, on va lui donner une consigne. Alors, qu'est-ce que j'avais comme consigne ici? Rédige. Alors, explique pourquoi la CD. Alors, je vais mettre mon œil. La Ciudad de Mexico est polluée. Je lui donne
mon prompt, ma requête, et il me donne son résultat. La géographie, Mexico, c'est une cuvette. La densité de la population, les transports, l'industrie, les activités, l'utilisation des combustibles fossiles, les conditions météorologiques. Vous voyez? Donc, il a réponse à tout. Et ce sont en général des réponses assez pertinentes, hein. Donc, en raison des facteurs combinés, la pollution de l'air reste un défi majeur pour la Ciudad de México, nécessitant des mesures politiques, etc., etc., etc. Euh, un autre générateur de texte, Perplexity. Alors, vous voyez que lorsque ChatGPT me donne sa réponse, comment ça se présente? J'ai ma question ici que je peux éditer. Donc, si je veux changer par une autre ville, euh, il va adapter donc sa réponse à ma nouvelle question. Donc, ici, le problème de Monterrey, c'est son industrie, c'est le transport automobile, ce sont les déchets. Donc, voilà. Vous avez la possibilité d'éditer votre prompt pour aller vers une requête de plus en plus précise ou la modifier complètement. Mais ChatGPT ne me donne pas de source. Je ne sais pas d'où viennent ces réponses. Il existe d'autres générateurs de texte comme Perplexity, que vous voyez ici, qui va me donner des sources. Vous voyez, j'ai ici mes fuentes avec le site Géo, etc., Wikipédia, etc., etc. Et il me donne également donc, une réponse avec les différents facteurs qui provoquent la pollution dans la ville de Mexico. Voilà. Donc, Canva a aussi son outil de création de texte qui n'est pas aussi performant que les deux premiers. Mais par contre, le dernier, alors Gemini, lui, c'est l'outil de Google. C'est l'outil d'intelligence artificielle de Google. Donc, il me fait aussi des propositions. Moi, je suis vraiment intéressé sur la pollution. Donc, je lui fais la même requête et même réponse. Enfin, même réponse. Ce sont des réponses différentes, mais qui sont toutes assez complexes, assez complètes, pardon. Voilà. Voilà pour ce qui est des générateurs de texte. Donc maintenant, euh, on va avoir quelques précautions à prendre lorsqu'on utilise ces générateurs. Il faut toujours, évidemment, lorsque vous avez une réponse, garder un regard critique parce que ce sont des algorithmes, parce que ce sont des machines et qu'elles peuvent se tromper. Donc, voilà, relisez systématiquement les réponses. Vous avez la possibilité de les adapter et c'est pour ça que vous êtes là. Vous, en tant que professeur, lorsque nous, on interrogera la machine sur certains points euh, pédagogiques, vous devrez systématiquement relire et adapter les réponses qui vous sont proposées. Un autre problème qui m'est arrivé 5 minutes avant la formation, c'est que ces générateurs peuvent parfois bugger. Ils peuvent être lents ou carrément indisponibles. Euh, Quand je me suis connecté pour commencer la formation, je n'avais pas la possibilité du tout de faire de recherche parce qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Euh, j'ai vu un document qui comparait un peu le nombre d'utilisateurs par rapport à Instagram, par exemple. Instagram a mis 5 ans à avoir 200 ou 500 millions d'utilisateurs, alors que ChatGPT a mis 5 mois. Donc, c'est une croissance très rapide qui s'est faite et donc parfois il y a ces petits problèmes techniques. Sachez aussi que certaines euh, institutions, universités ou établissements scolaires interdisent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, voilà, on pourra en discuter plus tard. En tout cas, nous, notre objet, c'est plus comment est-ce que cette intelligence peut nous aider. Donc, euh, on préférera qu'elle soit autorisée dans les différentes institutions scolaires. Voilà, maintenant que nous avons découvert ces générateurs d'images, ces générateurs de texte, on va voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre travail. Alors, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de gagner du temps. Les enseignants peuvent collaborer avec l'intelligence artificielle
pour créer du matériel pédagogique comme des supports de cours, des documents déclencheurs, des exercices, des quiz, des devoirs. On peut allonger la liste avec des évaluations, euh, etc., etc. Donc, nous allons explorer ensemble euh, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la conception d'une unité didactique. Euh, donc, pour rappel, l'unité didactique, c'est une séquence pédagogique qui est structurée, qui vise à atteindre des objectifs qui sont des objectifs d'apprentissage qui sont spécifiques, qui ont été fixés au préalable. Donc, c'est une méthode qui est cohérente, hein, pertinente et qui a montré son efficacité et qui favorise grandement l'appropriation des savoirs et le plaisir d'apprendre des apprenants. Donc, cette unité didactique, si vous ne la connaissez pas, elle est divisée en plusieurs étapes. J'ai fait un petit visuel en dessous où les étapes sont présentées. Donc, ça va de la sensibilisation au réemploi, à la production. Donc, sensibiliser nos apprenants sur le thème, sur l'objectif du cours et le réemploi, donc le réemploi de tout ce qui a été abordé pendant ce cours. Donc, je vous propose d'explorer, de passer d'une étape à l'autre et de voir comment on peut utiliser ces outils pour chacune de ces étapes. Donc, on va le faire en direct, hein. Bon, j'ai quand même préparé des résultats au cas où il y aurait un bug, mais voilà. Donc, avant de nous lancer dans cette unité didactique, il faut créer ce qu'on appelle une analyse pré-pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut définir un peu le contexte d'enseignement. Quel est mon public? À qui est-ce que j'enseigne? Enfants, adolescents, adultes? À quel niveau? Du cadre européen? A1, C1, C2, etc. Donc, ici, dans cette analyse, je définis un peu mes objectifs. Quel est mon objectif communicatif que je souhaite travailler avec ma classe? Commander au restaurant. Donc, c'est effectivement du niveau A1 et je me fixe une durée de 2 heures pour cette activité. Donc, les objectifs d'apprentissage, comprendre et utiliser le vocabulaire lié à la restauration, commander un repas, objectif communicatif, connaître des expressions courantes pour interagir avec le serveur. Contenu linguistique, on verra donc du vocabulaire, des boissons, des plats, etc., etc. Des expressions pour commander, je voudrais, je souhaiterais, l'addition, etc. Comment exprimer peut-être son sentiment, son, des émotions peut-être. Et des situations de communication avec un dialogue entre un client et un serveur au restaurant. Ça va être notre document déclencheur. Au niveau grammatical ou morphosyntaxique, on cherchera à travailler sur les questions ouvertes et les questions fermées, mais sachez qu'il y a tout un tas d'objectifs grammaticaux que l'on peut développer dans ce grand objectif communicatif qu'est la commande au restaurant. Hein, peut-être les adjectifs qualificatifs masculins, féminins, euh, euh, le futur proche, etc., etc. Bon, voilà, j'ai sélectionné ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais une unité didactique peut être beaucoup plus longue et intégrer beaucoup plus de contenu. On passe donc à la première étape de cette unité avec la sensibilisation. Alors, j'ai ici mis à gauche un petit rappel de ce qu'est cette étape. Alors, la sensibilisation, donc, comme son nom l'indique, sensibilise les apprenants à l'objectif global de l'unité didactique. En général, on va commencer notre cours par un document qui peut être une image, qui peut être un son, une phrase, une question. Bref, euh, ce document est fait pour stimuler un peu la curiosité de nos apprenants, de peut-être provoquer l'émergence de connaissances latentes et de faire le point sur les connaissances qu'ont déjà nos apprenants sur ce sujet. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour générer un document pour la sensibilisation. J'ai décidé que ce serait une image, mais vous pouvez tout à fait
le faire avec autre chose. Alors, pour ce faire, on utilisera Microsoft Designer, qui est l'outil de création d'images de Microsoft. Et j'ai mis ici un prompt très simple qui est restaurant français. Donc, je vais sur Designer et je tape. Alors, je peux mettre mon verbe créer image restaurant français. On va voir ce qu'il me propose. Alors, non, on va. Bon, il est en train de chercher. Parfois, ça met un peu de temps. Voilà. Oh, c'est pas mal. Donc voilà, je peux tout à fait utiliser cette image. Je vais l'enregistrer. Hop, dans téléchargement, je reviens sur mon. Alors, on imagine que cette partie de droite, ça va être mon activité que je suis en train de créer, l'unité didactique que je suis en train de créer. Et dans ma première partie sensibilisation, je vais intégrer l'image que je viens de générer avec l'intelligence artificielle. Voilà. Et je peux demander à mes étudiants s'ils ont déjà, alors on sensibilise, ou euh, est-ce que vous avez déjà mangé dans un restaurant de ce type? Alors vous voyez en bas à gauche, j'ai mis quelques questions que vous pourriez poser à vos étudiants pour lancer un peu le débat. Quels sont les plats français que vous connaissez? Pouvez-vous en nommer quelques-uns? Quelle différence pensez-vous qu'il y a par rapport à la cuisine mexicaine ou équatorienne? Etc., etc. Donc ici, on lance le débat, on essaie de faire participer tout le monde en distribuant la parole si nous sommes dans une classe présentielle ou virtuelle en groupe. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape. Alors, avant de passer à la deuxième étape, j'aimerais créer un document déclencheur. Alors, généralement, les documents, on les utilise dans nos méthodes de français. Vous pouvez soit, si vous n'avez pas de méthode de français, c'est à vous d'aller les chercher, peut-être sur le web, peut-être dans les livres. Il faut aller peut-être faire une photocopie, puis aller, etc., etc. Nous allons utiliser, nous, l'intelligence artificielle pour créer ce document déclencheur. Donc, au vu de mon analyse prépédagogique, de mes objectifs, de mon public, de ce que je veux travailler au niveau linguistique, socioculturel, etc., je vais faire un prompt, je vais faire une requête. Alors, je l'ai noté ici. Créer un dialogue entre un serveur et un client dans un restaurant français, niveau A1, avec l'acte de communication commandé au restaurant, vocabulaire et expressions variées pour commander, présence d'adjectifs. Non, on va changer parce que j'avais fait présence de questions ouvertes et fermées. Donc, ce prompt, je vais aller dans un. Allez, on va aller sur ChatGPT. Je vais me mettre dans le champ de recherche et voilà, j'attends qu'il me crée mon dialogue. Alors, comme on voyait, voilà, il est en train de créer ce dialogue. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut systématiquement vérifier. Donc, je vérifie. Bonjour, si c'est bien au niveau A1, si c'est pas supra A1, c'est-à-dire au-delà du niveau, au-delà du niveau A1. Est-ce qu'il y a peut-être, on regarde, prenez votre temps, puis vous posez quelque chose à boire. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une recommandation. Bon, il y a des adjectifs un peu supra A1. Alors, je peux lui demander, peux-tu le rendre plus simple pour D1? Voilà, donc il me refait le même dialogue. Alors, vous voyez, bon, il a toujours gardé corset. Bon, il l'a fait plus simple, il l'a compris peut-être plus court. Mais voilà. Bon, je vais garder le premier parce qu'il y a certainement plus de choses à exploiter. Donc, ma requête niveau A1, on est OK. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? On voulait des expressions pour commander. Puis-je vous proposer quelque chose? Donc, prendre commande. Je prendrai, donc on voit qu'il y a quelques expressions que je vais pouvoir exploiter dans mon unité didactique. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre une eau minérale, s'il vous plaît. OK, bien.
Voilà. Donc, je peux prendre ce dialogue. Moi, je vous avoue que j'en avais fait un autre. Donc, j'avais créé ce document déclencheur. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle a créé mon document et c'est à partir de ce document que je vais créer les activités de mes autres étapes. Donc, étape numéro 2, j'ai mon document déclencheur. Avant de le lire, alors si c'est un dialogue, mais ça peut être un document audio, avant de l'écouter, on va passer à cette étape de l'anticipation. Donc, l'anticipation, elle nous sert à préparer la compréhension du document. Euh, on va faire émettre des hypothèses en posant des questions sur l'aspect peut-être. Alors, ça peut être sur l'image qui accompagne le dialogue. On peut poser une question sur le titre. Lisez le titre et à votre avis, de quoi va parler ce document? Quel type de document? Qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire, ah ben, c'est peut-être une conversation. Oui, peut-être. Un dialogue, oui, peut-être. Donc ici, on invite l'apprenant à s'interroger sur le type de document, le lieu de l'interaction, euh, le moment de l'interaction, les raisons pourquoi, etc., etc. Et il fait des hypothèses. Euh, Ça a aussi comme but d'éveiller la curiosité de nos apprenants et de l'inciter à aller plus loin dans la découverte de ce document et donc à la première lecture. Passons à la première lecture avec la troisième étape, compréhension globale. Donc après avoir demandé à mes étudiants de lire ce dialogue, je, euh, je vais leur poser quelques questions globales pour vérifier les hypothèses. Donc, l'objectif de cette étape, vérifier les hypothèses émises lors de l'étape d'anticipation. On passe d'une étape d'incertitude à une situation de moindre incertitude. Euh, Après une lecture ou une écoute, s'il s'agit d'un document audio. Donc, recherche d'indices linguistiques, encore un trait généraux, afin d'infirmer ou confirmer les hypothèses. La lecture est motivée par un enjeu, le désir de lever le doute. Euh, voilà. Et cette étape nous permettra d'anticiper et de préparer l'étape suivante qui est la compréhension un peu plus détaillée du document. Donc, voilà. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle m'a créé son petit dialogue ici. Et je vais donc plutôt que de le faire moi-même et de passer 15 minutes à le faire, lui demander directement de me créer des petites questions de compréhension globale. Donc, un prompt, peux-tu me faire trois ou quatre questions de compréhension globale sur le lieu, les personnages, je vais le mettre au pluriel, et la situation en QCM. Donc, je veux un QCM. Alors, on va pas mettre QCM. On va le mettre sans QCM et je retourne sur ChatGPT à la suite de mon dialogue et il me pose ces questions. Alors, ce sont des questions ouvertes. Non, je préfère des QCM. Ah, voilà, il m'a fait, oulala, il y a quatre éléments de réponse, c'est trop pour moi. Je veux à trois réponses. Enfin, à trois options, plutôt. Option de réponse. Il me refait mon petit questionnaire avec trois options de réponse. Ah, ça me convient bien. Je peux copier, donc je vérifie évidemment si les questions sont pertinentes. C'est bien, alors où se déroule l'action? Ici, c'est bien une question globale sur le lieu. Qui sont les personnages? Le chef et le serveur, le client, le boulanger. Ah, le serveur, voilà. Donc c'est bon, je peux prendre mes questions, je peux les intégrer dans mon unité didactique. Euh, bon, j'avais fait la même chose sur l'activité. Vous voyez, elle est là. Première compréhension globale. Avec, il me donne la réponse aussi. Je ne sais pas s'il me les a données là. Non. Donc je lui demande les réponses. Quelles sont les réponses? Ah, voilà. Il m'a donné les réponses. Merci. C'est bien, non, merci. Cette machine a un cœur. De rien. OK, passons à l'étape suivante.
compréhension détaillée. Alors, ici, on cherche à faire relever dans le document des informations beaucoup plus précises pour réaliser la tâche ou l'activité proposée. Évidemment, il n'est pas nécessaire que l'apprenant comprenne tout dans le document dans son intégralité. On peut évidemment proposer des questions de différentes manières. Ça peut être des tableaux à remplir, ça peut être euh, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions vraies ou faux, des associations, des QCM, etc., etc. Donc, ça donne lieu à une deuxième lecture, une troisième lecture, peut-être une quatrième lecture. Ça va permettre aussi aux étudiants et à la classe d'échanger, de valider les informations, de mettre en commun les réponses possibles. Donc pareil, oulala, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, là j'ai mon cours dans 10 minutes, il faut absolument que je propose des questions par rapport au dialogue que j'ai. Alors je vais lui demander trois questions, vrai, faux, avec justification pour une compréhension détaillée par rapport au même dialogue. Ah mince, pardon, c'est pas le même outil, c'est lui. Alors voici trois questions. Le client choisit un verre de vin. Alors, c'est faux. Non, 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 non. Il choisit du vin rouge, pas du vin blanc. OK, ça c'est OK. Donc après, hein, vous avez toujours la possibilité de l'adapter, hein. Ça, c'est vraiment un premier jet hein, que vous devez retravailler vous hein, en fonction de vos objectifs hein, que vous avez définis dans votre analyse pédagogique. Et voilà. Donc pareil, hein, je peux les intégrer dans mon unité didactique. Hop, voilà, j'ai mes questions, vrai ou faux, avec justification. Euh, voilà. Je peux lui demander maintenant 3 QCM pour une compréhension détaillée. C'est la même chose. OK, ça me convient? Oui. Ça me convient pas? Non, je vais faire quelques modifications. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, une question sur le dessert, peut-être? J'ai pas lu le dialogue hein, qu'il a généré. Je sais pas s'il prend un dessert. Ah ben voilà. Quel dessert le client commande-t-il? Voilà, vous pouvez adapter, vous pouvez lui demander de préciser ou d'ajouter quelque chose, ou d'enlever quelque chose, etc., etc. Voilà, mon étape de compréhension détaillée, j'ai mon questionnaire. Je vais passer à l'étape suivante. Après mes exercices de compréhension, on passe à l'exercice de repérage. Donc le repérage ici va inciter l'apprenant à aller chercher. On va orienter, on va demander à l'apprenant à aller chercher le contenu dans un corpus qui nous intéresse pour enfin, pour atteindre l'objectif défini. Alors, on va leur demander de relever des indices qui vont aider à découvrir des règles d'usage de la langue. Alors, ça peut être des expressions pour commander dans un restaurant, ça peut être des différentes formes de questions qui ont été posées dans un dialogue. Euh, les apprenants vont donc analyser le contenu, les expressions qu'il a identifiées, et on peut le faire donc évidemment individuellement ou en petits groupes ou en grands groupes. En général, on aime bien le faire en petits groupes pour donner un peu plus de dynamisme dans nos cours. Et voilà. Donc, ici, l'apprenant, c'est un peu un petit détective qui va aller chercher des indices, qui va aller chercher des, des, des expressions, des mots, des verbes, des choses qui vont lui permettre ensuite de créer une règle d'usage de la langue. Euh, alors, pareil, je peux utiliser ChatGPT. Bon, je pourrais utiliser un autre outil, hein, aucun problème. Alors, pour faciliter, moi, pour pouvoir créer mes activités, cette fois, je ne veux pas que ce soit lui qui me crée les activités. Je veux créer les activités, mais j'ai pas le temps de lire, d'aller chercher. Je vais simplement lui demander de me lister les expressions du dialogue
qui me permettent de commander un plat. Alors, dans le dialogue qu'il a créé, vous voyez, il y a toutes ces expressions. Donc, vous pouvez, vous, après, créer votre activité. Vous pouvez peut-être noter quelques expressions qui ne sont pas présentes dans le dialogue et lui demander de compléter avec les expressions du dialogue. Les expressions pour commander un plat, les expressions pour prendre commande ou les expressions pour recommander un plat ou demander l'avis d'un client. Enfin, tous ces actes de communication, vous pouvez les intégrer dans cette étape. Euh, Vous voyez, hein, je vais prendre, pour moi ce sera, je voudrais, je désire, je prendrai. Alors, je prendrai ici, c'est supra A1, hein, c'est futur simple, c'est pour du A2. On préférera le futur proche. Est-ce que je pourrais avoir, etc., etc. Donc, vous adaptez et vous complétez, vous créez votre activité. Donc, moi, je vais demander à ChatGPT de me lister les expressions pour prendre commande, pour euh, euh, commander. Donc, ça, c'est le serveur. Ça, c'est le client. Je vais demander ici, demander des précisions pour un plat. Ici, c'est aussi, donc je vais faire une activité euh, des expressions du client. Et je lui ai demandé aussi de lister donc, ce que je souhaite conceptualiser, la règle de grammaire que je souhaite conceptualiser, à savoir les questions ouvertes et fermées. Donc, je lui ai demandé de me lister les questions du dialogue. Et il m'a fait une liste des différentes questions qui sont présentes dans ce dialogue. Et à partir de là, on va passer à l'étape de conceptualisation. La conceptualisation consiste à, enfin, les apprenants vont donc formuler une règle à partir des informations fournies dans l'analyse du corpus. Donc, tout ce qu'il a repéré, tout ce qu'il a observé dans l'étape précédente, il va essayer de formuler une règle qui leur est propre, hein. Cette règle peut être complétée, peut être rectifiée. On va mettre en commun. Donc, il y a toute une dynamique. À vous de mettre en place cette dynamique de cette disposition de groupe, sous-groupe, petit groupe, etc., que ce soit en présentiel ou à distance, hein. C'est tout à fait possible avec Zoom de créer des sous-groupes, hein, comme vous le savez. Donc, vous pouvez créer des équipes et leur demander à chacun de faire une règle sur ces questions ouvertes et questions fermées. Donc, moi, j'ai demandé pour conceptualiser à ChatGPT de me créer une règle à trous, donc avec des petits espaces qu'il faudra compléter. Voici le prompt. Créer une règle de grammaire à trous pour questions ouvertes et questions fermées. Donc, je vais dans ChatGPT et je lui demande, donc là, et il me propose donc une règle de grammaire à trous que l'apprenant va devoir compléter. Moi, j'avais créé ça. Vous voyez, compléter les phrases suivantes en utilisant des mots appropriés pour former des questions ouvertes. Donc, en observant le corpus de l'étape précédente, il va pouvoir euh, compléter sa règle de grammaire. Replacer. Et passons ensuite à l'étape numéro 7, donc la systématisation qui va permettre à l'apprenant de fixer un peu les structures conceptualisées. Alors, on propose à l'écrit en général des exercices lacunaires ou de transformation qui peuvent donc se faire à l'écrit, mais on peut aussi proposer et c'est fortement préconisé de proposer des systématisations orales. Donc, vous voyez, j'avance, hein, je suis en train de voir le temps, on a pris un peu de retard. Donc, je vais demander de me créer, j'ai demandé à ChatGPT, tu peux me proposer 3 exercices lacunaires en rapport avec ce dialogue pour systématiser les questions ouvertes et fermées. Je peux poser la question, hop, il va me donner 3 exercices. Voilà, compléter les questions suivantes avec le mot interrogatif. Il me donne les réponses et donc ça, je l'intègre dans mon unité didactique. Ça peut être identifier si c'est une question ouverte ou une question fermée, etc., etc. Pour la systématisation orale, je lui ai posé la même question, sauf que je veux qu'il me propose une activité de systématisation orale. Donc là, il me propose un mini-jeu de rôle de questions-réponses entre serveur et client avec le matériel qui est nécessaire.
la préparation du jeu de rôle, enfin de la situation en classe, si c'est en classe, le jeu de rôle, donc certains jouent le serveur, d'autres jouent le client, et ils se posent des questions les uns les autres, ils doivent alterner, questions ouvertes, questions fermées, il faut y répondre. Euh, voilà. Et vous avez des variations qui sont proposées, des débriefings, etc., etc. Donc ici, l'objectif qui m'est donné par ChatGPT, c'est pratiquer la formulation de questions ouvertes et fermées dans un contexte réaliste, développer les compétences de compréhension et en expression orale, et renforcer la capacité à interagir de manière efficace. Vous voyez, hein, ce sont des réponses qui sont très pertinentes. Moi qui m'ont bluffé, hein, personnellement. Si vous lui posez des questions un peu sur la perspective actionnelle, sur des termes très précis en didactique du FLE, il y répond assez bien. Et enfin, dernière étape de l'unité didactique, le réemploi. Donc pareil, je vais poser la question, propose-moi une activité de réemploi, ou de production orale ou de production écrite à partir de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons conceptualisé et systématisé. Et là, il me propose une activité donc de simulation de commande au restaurant entre des clients, des serveurs, avec la préparation, le jeu de rôle, euh, des variantes, échange de rôles, etc. et les objectifs d'apprentissage. Donc voilà, assez bluffant. Vous avez vu qu'on peut se créer une unité didactique assez rapidement pour ceux qui ont de l'expérience et qui ont déjà créé des unités didactiques complètes. En général, on met un petit peu plus de temps, c'est-à-dire quelques heures en plus, quoi. Voilà. Passons à la dernière étape de ce webinaire, à savoir alors quelques pistes pour travailler l'écrit. Là, on va sortir un peu de l'unité didactique et je vais vous donner quelques pistes pour travailler donc l'écrit en classe. Euh, alors, ici, quatre idées d'activités. Vous pouvez, par exemple, montrer une image à vos apprenants et leur demander de la décrire à l'écrit. Ensuite, vous pouvez relever tous ces écrits et les mettre dans un prompt et un prompt de générateur d'images et voir quel est le résultat de la description de vos apprenants. Donc, ça peut être assez marrant parfois de voir les résultats d'une description un peu farfelue. Oui, ça peut être assez amusant. Deuxième idée, donc demander à vos étudiants de décrire à l'écrit un lieu imaginaire où ils souhaiteraient passer leurs vacances. Et pareil, on génère une image par rapport à ça. Euh, on peut demander alors quelque chose d'assez intéressant. Je demande, tu es le serveur, je suis le client, on commande. Parfait. Non, il n'a pas compris. Ouais, donc non. Simulation, donc vous pouvez lui indiquer. On va le faire, je vais le faire, mais ça à l'oral, pour la production orale. Vous allez voir, c'est assez bluffant avec ChatGPT. Ici, sur l'ordinateur, ChatGPT ne peut pas le faire. Mais à l'oral, vous avez la possibilité de télécharger donc l'application ChatGPT et vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, une petite icône. Euh, non, ça ne met pas au point. Enfin bref, vous avez voilà, une petite icône avec un casque audio. Donc j'appuie dessus. Ça va lancer le robot conversationnel ChatGPT. Bonjour. Comment puis-je vous aider d'autre aujourd'hui? Bonjour, je suis apprenant de A1. Je voudrais simuler un dialogue entre un serveur et un client dans un restaurant français. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux vous aider. Commençons. Bonjour, je suis le serveur. Que puis-je vous apporter aujourd'hui? Bonjour, vous avez une carte? Bonjour. Oui, bien sûr. Voici la carte. Que désirez-vous manger aujourd'hui? Je voudrais une salade lyonnaise, s'il vous plaît. Très bien, une salade lyonnaise. Voulez-vous quelque chose à boire avec ça? Est-ce que vous avez du vin français? Oui, nous
avons du vin français. Préférez-vous du vin rouge, du vin blanc ou du rosé? Un vin rouge, s'il vous plaît, etc., etc., etc. C'est un outil aussi assez incroyable, hein. On n'en est qu'au début. Euh, il y a des points positifs, des points, mais je peux, par exemple, je suis apprenant, je souhaite me certifier, passer le DELF B1. Votre certification. Sur quel niveau du DEF souhaitez-vous vous concentrer? Et avez-vous des questions spécifiques sur l'examen? Oui, je souhaite travailler l'exercice en interaction du niveau B1. As-tu un sujet à me proposer? Bien sûr. Voici un sujet pour un exercice d'interaction de niveau B1. Sujet, vous êtes dans une agence de voyage. Rôle du candidat. Vous souhaitez organiser vos vacances et vous avez quelques idées, mais besoin de conseils. Rôle de l'examinateur. Vous êtes l'agent de voyage. Vous proposez des destinations et des activités selon les demandes du client. Début de l'interaction. Bonjour, je voudrais organiser mes vacances. Pouvez-vous m'aider? Maintenant, vous pouvez continuer l'interaction en posant des questions et en répondant comme si vous étiez dans une agence de voyage. Bonjour, oui, je souhaiterais organiser un voyage avec mes amis, un voyage sportif. Un voyage sportif, c'est une excellente idée. Avez-vous une destination en tête ou avez-vous besoin de suggestions? Oui, nous souhaiterions partir à la montagne, à Mexico. Cela semble passionnant. La montagne à Mexico offre de nombreuses possibilités pour les activités sportives. Vous préférez plutôt le ski, la randonnée ou l'escalade? Etc., etc., etc. Vous voyez que là, on me propose un sujet type de la certification B1, exercice en interaction. Alors, voilà, vous avez peut-être entendu, le robot a un petit accent. Il y a évidemment des points négatifs, hein. Il y a toujours des points négatifs et des points positifs à cette technologie. Alors, si vous discutez trop, vous verrez que le temps est limité, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. On va vous couper au bout d'un moment et vous dire, bon, ben, c'est bon, retentez dans une heure ou continuez dans une heure. Euh, vous vous rendrez compte qu'après un certain temps de discussion, c'est une conversation qui est peut-être un peu monotone, hein, mais j'ai lu des articles qui nous indiquaient euh, on est en train de travailler, enfin, bon, pas moi, mais les ingénieurs sont en train de travailler sur des interactions avec l'intégration d'émotions, ça peut être la surprise. Donc, on en est vraiment qu'au début et on peut imaginer que dans quelques années, ça va devenir vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, voilà. Donc, parfois, il y a des petites erreurs, hein, évidemment, mais cet outil, et ça, si vous voulez comprendre une règle de grammaire, vous lui posez la question, quelle est la différence entre très et beaucoup? Est-ce que vous pouvez vous autocorriger, enfin lui demander des corrections, que ce soit en production écrite ou en production orale, il peut vous corriger. Donc, c'est encore une fois assez bluffant. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous Donc, dire? déjà beaucoup de questions, Oui, Antoine. oui, excusez-moi, j'ai pas le temps de lire toutes les Ouais. questions. Je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais. Alors, je vous écoute, oui. Ou je vous lis plutôt. Alors, est-ce que tu souhaites ajouter? Je te pose les questions des Oui, s'il te participants. plaît. Ouais. Oui, Alors, une des premières questions, c'est concernant ta présentation. Est-ce qu'il est possible que tu la diffuses oui, ou pas? Ou est-ce oui, que, en tous les cas, il y a des personnes qui souhaiteraient revoir les sites, notamment pour les générateurs d'images et de texte, au moins oui, pour bien sûr. les Je suis en photos? train de... Et puis, également une participante, donc Vicky, qui voulait revoir la diapositive 9 de manière spécifique. Voilà. Ah, bah super. Donc, vous l'avez dans le chat. Voilà, je viens de vous envoyer le lien de la présentation. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Ah,
Après, donc, on avait des questions. Est-ce qu'il existe des intelligences artificielles pour générer des voix? Donc ça, c'est une Oui, question de Perrine. oui. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je peux vous le remonter de suite. Alors, Ouais. on en est encore au début. Mais puis, ça doit exister. Enfin, ça existe. Mais je crois que c'est payant, évidemment. Il y avait des... Attendez, je vais vous partager. Voilà, c'est MyEdit, par exemple. Vous allez dans Sound, euh, Image Audio Tool. Et là, vous pouvez générer des voix. Mhm. Je ne sais plus où c'est. Speech. Vous pouvez aussi générer des voix à partir d'un texte. Vous écrivez, il va le lire, ou alors vous parlez, il écrit. Il y a un autre site, je crois, de mémoire qui s'appelle Dictation, qui fait ça. Ok, très bien. Mhm. Après, au niveau donc, de l'application ChatGPT, il y avait une question. Est-ce que l'audio est seulement disponible sur la app ou également Uniquement directement? sur la app. Ah, ok, uniquement sur la app. Ok. Donc, tu peux pas nous Uniquement montrer. sur la app, ouais. Ok, Pas sur l'ordinateur. Pas encore, du moins. ok, ça marche. Alors ensuite, un commentaire d'Amina. Donc très intéressant, mais comment élaborer une fiche pédagogique? Donc ça ne me semble pas pertinent. C'est ce que Nous nous avons venons de faire. Pardon? C'est ce que nous venons de faire. Donc nous avons Qu'est-ce que des c'est? méthodes qui ont été conçues dans ce but. Je ne vois pas où est le gain de temps ni l'intérêt d'en concevoir une de plus. Maintenant, Pardon, alors tu peux répéter s'il te plaît? ouais, tu l'as en fait dans les commentaires preguntas y respuestas, mais je vais le relire. Ah, ouais. Donc, en fait, donc c'est un commentaire d'Amina qui voit pas forcément la plus-value en fait d'utiliser ces générateurs en fait par rapport à des méthodes en fait qui ont été conçues dans ce but. Euh, Ah, mais des méthodes de français? voilà, des méthodes de français. Mais elle indique en fait que maintenant elle est dans un établissement en pleine cambrousse, donc perdue, assez retirée, et donc ça pourrait être utile. Mais il faudra avoir accès à Internet. Ah oui. Et quelle est la question? En fait, c'est juste un commentaire, en fait. Ah, ok, ok. Voilà. Finalement, Oui, oui, voilà. oui, oui. Bah, l'intérêt, c'est que de Ouais. sortir un peu des méthodes, hein, de pouvoir créer, d'être créatif, de pouvoir créer des activités selon ce que l'on souhaite travailler, ce que l'on. L'intelligence artificielle va nous donner, alors je ne l'ai pas mentionné, mais cette possibilité de personnaliser l'enseignement. Hein. Les méthodes, elles sont faites de manière très générique. Ici, moi, je connais ma classe, je connais leurs besoins et je peux définir des objectifs bien spécifiques. Et je vais pouvoir concevoir des activités pédagogiques en fonction de ces objectifs et en fonction de mon public. Mhm. Tout à fait. Ouais, et faut-il avoir accès à Internet? Évidemment. Ouais. Évidemment. Là, je pense que... Ouais. ouais, je Après, pense- c'est vrai que moi, je reviendrai aussi sur l'aspect que tu évoquais, notamment dans les précautions à prendre par rapport au regard critique, en fait, de ce qui est émis. On l'a bien vu dans les exemples, en fait, quand tu le faisais en direct pendant ta présentation. Par exemple, sur la photo, la photo du restaurant, c'est vrai qu'il y a eu quelques échanges euh, dans le chat. C'est vrai, on se posait la question, est-ce que réellement c'est un restaurant français ou italien? Mhm. Ou par exemple, voilà, par rapport au vocabulaire Mais utilisé. c'est tout à fait ce qu'on attend, c'est-à-dire que Voilà. nous, dans cette étape de sensibilisation, on veut justement lancer le débat, on veut que les étudiants participent et qu'ils se disent, ah, c'est italien, français, quels sont les indices? Toi, tu penses que c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce que... Voilà. Ouais. Après, je reviendrai aussi sur l'exemple des textes par rapport au vocabulaire. Par exemple, tu le soulignais. C'est vrai que c'est important de savoir à quel niveau avec quel niveau on travaille et par rapport au vocabulaire, par exemple, qui est Ouais. forcément Donc, adéquat, je vous etc. conseille d'apprendre par cœur le cadre européen commun de référence pour les langues. Non, je rigole. Non, Mais voilà, c'est euh, ça, l'importance euh, d'avoir ce regard critique, en fait, sur tout ce qui est émis par ces générateurs, en tout fait. à fait. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le professeur, ne vous inquiétez pas.
Vous serez toujours les plus importants. Ouais. Voilà. Bah, Oui, oui, Angela. Bonjour, Angela. Oui, Gemini, c'est la même chose, sauf que c'est de Google. Euh, oui, c'est très bien les accents. Oui, Perrine, c'est très bien les accents. C'est très bien les accents, mais il y a des fautes parfois de français dans la. Donc, pas, rien à voir avec l'accent. ouais. Alors, un commentaire de Rachid, il dit, je trouve que c'est intéressant uniquement si on n'a pas accès à un manuel qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et pour la classe, et en ligne, qui plus est, a été vérifié, calibré selon les niveaux avec lesquels on travaille. Voilà. Oui et non. Je viens d'expliquer dans un souci de personnalisation de l'enseignement, parfois, il est presque indispensable peut-être de compléter ou complémenter les activités du livre par des activités qui correspondent plus aux besoins de mes apprenants. Donc là, j'ai fait une unité didactique, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus court. Et voyez-le plus comme ça, quoi. Moi, j'ai souhaité structurer ce webinaire sur une unité didactique pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire, mais on peut tout à fait se focaliser sur un point beaucoup plus petit de la langue, non? Ouais. Non, d'ailleurs, un commentaire de Xavier qui est intéressant. C'est vrai que on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les biais dont elle peut souffrir avec ses apprenants, par exemple. C'est vrai que ça pourrait être Ah, intéressant. j'ai pas compris, je vois pas. De qui, pardon? Dans un commentaire dans Preguntas Respuestas Ah, ah. de la part De de qui? Xavier qui dit pour être intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les biais dont elle peut souffrir, entre guillemets, avec ses apprenants-apprenantes. C'est vrai que ça peut Ouais, être intéressant ouais. d'utiliser de cette manière-là aussi. Ouais. Mhm, mhm. Une question de Léa. Ah Bonjour. oui, alors, Oui. excusez-moi, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Si je l'ai dit. On préconise évidemment l'utilisation de documents authentiques, hein. Ici, l'intelligence artificielle, je l'ai sollicité pour utiliser un document semi-authentique. Parce qu'on connaît tous hein, notre situation dans laquelle on travaille, on n'a parfois pas le temps, simplement parce que didactiser un document authentique, c'est très long. Euh, euh, on a beaucoup de travail, voilà. Donc là, c'est un peu une solution de facilité, mais qui fonctionne Ok. également. Donc justement, ça rejoint la question de Léa. Est-ce que justement l'intelligence artificielle peut didactiser un document authentique, Oui, par exemple une image? oui, enfin, une Elle, image, je ne sais elle, pas, elle mais simulate un le- texte, oui. Ouais. Je ne sais pas si vous, regardez, je vais vous montrer. Elle indique que ChatGPT n'accepte pas les PDF, par exemple. Ah ouais? Donc, ouais, on veut bien une Ah démonstration. ben, j'ai pas testé. Alors, ChatGPT n'accepte pas les PDF, mais il y a d'autres outils qui acceptent les PDF. Et par exemple, si vous avez des PDF, vous souhaitez faire une synthèse, vous mettez vos 10 PDF et l'intelligence artificielle vous fait une synthèse de toutes les informations importantes du PDF, enfin des PDF, du dossier. Donc, peut-être que ChatGPT ne le fait pas, mais cherchez, vous trouverez un outil qui le fait, sans problème. Et pour didactiser, ben, didactiser une image, je sais pas. J'ai pas testé. Ok. J'ai pas testé. Je peux pas répondre, Léa. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Mais didactiser un dialogue, oui, tout à fait, sans ok. problème. Ou un texte, ou un article, ou quoi que ce soit. Mais Est-ce c'est à vous de le guider quand même, hein, de lui dire, ouais, je voudrais que tu me didactises ça parce que je veux travailler ça et ça. ouais. Alors, encore pas mal de questions. Est-ce que l'on peut demander à ChatGPT de corriger toutes les productions écrites des élèves? Oui, tout à fait. Vous pouvez demander à ChatGPT de corriger toutes les productions écrites sans problème. Ben, en tout cas, il va corriger les fautes d'orthographe, mais pas l'aspect pragmatique. Ok. Enfin, pas, si vous voulez, pas le... Par exemple, si vous voulez faire corriger une argumentation, il va s'intéresser aux fautes.
aux fautes lexicales, aux fautes morphosyntaxiques, mais par contre, tout ce qui est euh, organisation du discours, La cohérence. arguments, exemples, articulation des idées les unes avec les autres, non, il ne le fera pas. Ok. Oui, l'application est gratuite, Perrine. Donc, est-ce que l'application est gratuite? Donc, oui. Oui, et d'ailleurs, l'application, pour les niveaux les plus bas, si vous posez la question en espagnol, il vous répond en espagnol sur du français. Donc, ça peut, il garde si besoin, vous pouvez euh, D'accord. discuter en langue source. Mhm. Ok. Une autre question de Rebecca. Dans un même générateur d'images, si je remets les mêmes instructions dans mon prompt, je vais toujours Non, obtenir la même image à chaque fois ou elle pourra changer selon les occasions quand je me connecte? elle peut changer, elle va changer. Et d'ailleurs, les dialogues seront toujours différents. Ok, d'accord. Donc, on peut pas Même retrouver en texte, l'information. image, tout sera toujours différent. Ah, ok. Alors, peut-être que il existe des outils pour savoir si la production est issue de l'intelligence artificielle. Déjà, vous allez vous en rendre compte, hein. C'est un peu comme quand votre apprenant utilise un traducteur, vous verrez, il n'y a pas de faute d'orthographe ou il y a des mots qui ne correspondent pas à son niveau, vous vous rendez compte directement. Mais il existe aussi, je vais le chercher, euh, ah, ouais, un détecteur, je vais vous mettre le lien, ça s'appelle Killbot. C'est un détecteur d'intelligence artificielle pour voir si vos étudiants... voilà. Donc, vous l'avez, le lien dans le chat. Killbot. Je vois d'autres questions ici. Euh, je pense que si, je pense que si, ou alors bientôt, on pourra corriger des productions manuscrites. Si, tout à fait. Je pense que ça doit être possible. Je pense que si, parce que si vous prenez une photo actuellement avec votre appareil, avec votre téléphone d'un texte, il va vous retranscrire le texte. Donc, il est capable de le lire. Donc, je suppose que s'il le lit, il peut le corriger. Mhm. Ok. Que más? Un commentaire de Léa. Donc, il peut être intéressant aussi de se poser la question du traitement des données par une intelligence artificielle et aussi ce qu'on peut partager avec lui et non. Alors, ça reste un peu obscur tout ça. Bon, moi, ça, je ne sais pas vraiment. Quand j'ai accepté les conditions générales, je vous avoue que je ne les ai pas lues. Je ne sais pas ce qu'il va chercher sur moi. Euh, J'en ai aucune idée. Mais bon, moi, je pars du principe que lorsqu'on navigue sur Internet, euh, c'est qu'on accepte de donner un peu de soi, hein, parce que bon, on ne peut pas tout cacher. Donc, je vais relire la question parce que je pense que c'était quoi? Question-réponse. C'est la question de qui, pardon? C'était un commentaire de Léa dans les derniers commentaires. Après, on a encore Intéressant de deux se poser autres la question du questions. traitement des notes. Ouais, Mhm. ouais, bah oui, oui, oui. Bon, Euh, ouais. Question d'Angel. Comment inviter les élèves à utiliser l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est uniquement un outil pour les profs? Non, non, vous pouvez tout à fait les inviter à. Vous pouvez même, vous, en tant que prof, créer des parcours de formation qui les incitent à utiliser l'intelligence artificielle. Mhm. C'est à vous c'est vous qui choisissez, qui voyez comment faire. Mais tout à fait, incitez-les, pourquoi pas. Ça dépend de vous, quoi. Moi, je vous ai proposé des outils, je vous ai montré comment on peut les utiliser. Après, il faut être créatif aussi, se dire, bon, bah, je peux peut-être utiliser ça pour ça. Euh, voilà. Mhm. Ouais, ça rejoint un peu aussi donc, sur le fait de faire participer les élèves. Un commentaire d'Amina, c'est justement peut-être là le problème, comment un prof peut détecter l'usage de l'intelligence artificielle dans un devoir ou une tâche donnée. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu Euh, le commentaire que tu disais sur le fait que certains établissements l'interdisent. Voilà. ah oui, mais bon. Bon. Ouais. Je remets le lien là, je vois que tout le monde ne l'a pas eu. Ouais. Vous voyez le lien de Killbot, détecteur d'IA?
Dans le chat général, dans le chat de Zoom, pas le chat preguntas y respuestas, l'autre. Ah, ok, ok, ok. Ok. Voilà. Est-ce que après ce petit webinaire, ça vous a peut-être réconcilié avec l'IA? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que ça vous a, je sais pas, poussé à le découvrir davantage? Moi, en tout cas, oui. Et vous? Est-ce que vous restez sceptique ou pas? Est-ce que vous pensez Ouais. l'utiliser prochainement, le tester? Euh, c'est quoi vos impressions après cette présentation? Alors, Rebecca, oui, beaucoup d'idées, très motivant, merci beaucoup. Ok, vraiment intéressant. Ok. Donc, oui, quelques nouvelles idées et besoin de temps pour continuer à explorer. Oui, d'autres intelligences artificielles. Ok. Ouais, effectivement, c'est un peu ce que disait Antoine, un mélange de fascination et de peur, de crainte. Mhm, Parce quelque mhm. chose de nouveau, en fait. Eh oui, parce que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est si on va constamment chercher, bon, s'il n'y a pas cette réflexion, donc on a l'habitude d'avoir quand on crée, quand on conçoit une activité ou n'importe quoi, même dans la vie générale, et qu'on va systématiquement aller demander à l'intelligence artificielle la réponse. Sans y réfléchir, j'ai peur que quelque part, et d'ailleurs une étude est sortie, que nos cerveaux s'atrophient un petit peu. Il y a cette étude qui a montré que les chauffeurs de taxi à Londres, qui avaient l'habitude de connaître toutes les rues de Londres, qui désormais utilise l'application, comment elle s'appelle? Ouais. Waze. Mhm. Voilà, Waze. Ils ont pu montrer que leur cerveau a perdu, c'est quelque part un peu atrophié avec l'utilisation d'un outil qui ne les fait plus réfléchir, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai peur que vu que cette machine qui se nourrit de manière exponentielle de toutes ces connaissances, de toutes les recherches que l'on fait, parce qu'elle se nourrit de ça aussi, est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un jour, elle va nous exploiter? Enfin, j'ai essayé de réfléchir la dernière fois à ça. Je dis, mais quelles vont être les conséquences? Parce qu'on va devenir de plus en plus bête et la machine de plus en plus intelligente. Et euh, il y a un certain nombre de choses dans notre société qui est gérée actuellement par Internet, par les réseaux, par les trucs. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous contrôler quelque part? Non? Ouais, c'est des questions de fond à penser. Toujours est-il qu'effectivement, après, c'est comme on l'a vu tout au long de la présentation, voilà, ça peut être un outil parmi tant d'autres, en fait, pour nous aider dans la construction d'une séquence pédagogique ou autre. Il peut y avoir différentes utilisations. Mais voilà, toujours à essayer de chercher, d'avoir ce regard critique sur l'outil qu'on utilise, essayer toujours d'être créatif aussi, c'est ce qui rend aussi les cours intéressants et pour nous et aussi pour les apprenants. Tout Mhm. à fait. Donc, alors, dans les commentaires, je peux perdre l'incertitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour progresser en tant qu'enseignant. Je vois que l'intelligence artificielle ne peut pas pas me remplacer si facilement. Nous avons toujours besoin d'un accompagnement humain. Oui, tout à fait. À mon avis, c'est très bien dans le but d'innover mes cours. Mhm. Ok, très bien. Très bien, merci beaucoup pour tous ces partages, hein, vraiment très très riche et très intéressant. On voit que c'est un sujet à discussion qui permet Oui, de faire oui, réfléchir. Sarah, tout à fait. Pardon, je réponds à Euh, une question, Blandine. On ouais, peut demander à l'intelligence artificielle de créer des grilles d'évaluation. C'est à vous de créer. Je vais vous donner un lien que j'ai consulté juste avant de terminer cette préparation. Euh, alors, c'est pas en fleu, mais en tout cas, voilà. Voilà. C'est comment faire une grille d'évaluation pour évaluer les compétences. Voilà. ok. Alors oui, Angela, on va comme tous les webinaires, en fait, le proposer après de manière libre, donc sur le site de YouTube de l'IFAL.
Donc, ça demande quelques temps, par contre, parce que c'est notre équipe de communication qui doit mettre en forme le webinaire. Mais oui, il sera disponible très prochainement. Voilà, on n'hésitera pas à vous partager les liens via le mailing, voilà, pour que vous puissiez le revoir ou le diffuser. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci infiniment Antoine pour Et cette à vous, présentation. merci de votre participation. Merci à tous et à toutes d'avoir été connectés, d'avoir pu échanger, d'avoir posé vos questions. C'était vraiment très, très, très intéressant, très riche. Voilà, on voit qu'il y a un grand intérêt sur la question. Mm. Donc, c'est chouette aussi. Euh, Bisous Angela, bisous Perrine, tous ceux que je connais. Très bien. Eh bien, écoutez, à une prochaine, au prochain mois, voilà, au mois de juin, on se retrouve pour le webinaire, le dernier webinaire du semestre. Merci Antoine, et puis à très bientôt. À très bientôt, au Au revoir. revoir. Merci.